Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais effectivement moi aussi remercier les collègues qui m'ont fait le plaisir de m'inviter. Bon, le vice-président est parti, mais d'une certaine manière, je l'aurais associé au remerciement s'il avait été là, parce que finalement, je suis une ancienne caennaise et je dois beaucoup à l'université de Caen, puisque c'est ici que j'ai fait mes études de géographie. C'est ici que j'ai réalisé ma thèse, d'abord avec Armand Frémont, puis Robert Hérin. J'ai été un petit peu aux côtés de Robert Hérin au moment où il a pensé cette maison de la recherche en sciences humaines. Et puis, j'étais aux côtés de Robert Hérin au moment de la fondation d'ESO, ici, au début des années 1980. Je crois que j'étais une des premières thèses soutenues dans ESO. Bref, je suis une historique, une vieille du MR-ESO, et c'est en tant que vieille de l'UMR-ESO que j'ai été sollicitée par Patrice Carreau. Non, je plaisante. Mais c'est quand même effectivement sur cette dimension historique que j'ai été sollicitée pour revenir sur comment ces notions de territoire, des parcours, ou ces mots, ou ces concepts, peu importe justement, mais tout ça, ça fait partie du propos, ont émergé dans ESO. Alors, effectivement, territoire et parcours sont deux termes qui font sens, au moins pour les géographes, puisque vous l'avez compris, je suis géographe, qui font sens, mais ils font sens avec des acceptions dont la diversité est telle que ça a exigé une clarification, et effectivement, cet effort de clarification dans ESO, il s'est fait au moment où j'ai dirigé l'UMR ESO, et c'est effectivement un peu là-dessus que Patrice Carreau m'a interpellé. C'est vrai que ces termes font sens, du moins pour territoire, puisque parcours a longtemps été moins présent chez les géographes, ou alors pour des thématiques qui impliquaient des déplacements, ou à l'inverse de l'immobilité. On pense au parcours résidentiel, on pense au parcours migratoire, plus récemment au parcours de soins. Donc, en gros, je vais revenir sur la fin des années 1980, sur l'essor considérable du terme territoire chez les géographes, mais aussi à cette époque, les économistes, les politistes, les sociologues, et puis dans l'action publique. Ça a déjà été dit, je commence par dire des choses qui ont déjà été dites, et plus les colloques avancent, plus c'est comme ça. En tout cas, une diffusion que j'ai dans un texte que j'ai écrit, que j'ai coécrit avec un collègue d'ESO, Régis Kerl, une diffusion que j'avais qualifiée à l'époque de désordonnée et invasive. Parce que ça faisait suite, finalement, cette diffusion, cette invasion du terme territoire à la fin des années 80, au début des années 90, faisait suite à la place prise, c'est une réaction, d'une certaine manière, à la place prise par la géographie sociale et par la remise en cause de la domination, non pas la remise en cause de l'approche, mais la remise en cause de la place dominante prise par l'analyse spatiale, qui reposait sur le principe, sur l'idée qu'il y avait de supposées lois de l'espace, et que pour approcher, puisqu'il y avait ces lois de l'espace, les seules méthodologies considérées comme intéressantes étaient les démarches quantitatives et la modélisation. Alors, ce n'est pas que je critique les démarches quantitatives, non, c'est que je critique le fait que seules celles-là étaient considérées comme les bonnes. Et je fais référence à un ouvrage qui faisait référence, et un auteur qui faisait référence chez les étudiants au début des années 1980, Roger Brunet, disant « Mais la géographie, c'est facile. La géographie, ce sont des points, des lignes, des surfaces. » Alors, on pourrait dire la surface, c'est le territoire. Les parcours, ce sont les lignes. Et les points, ce sont les individus, les personnes en formation, les personnes qui entrent sur le marché professionnel. Bon, c'est bien sûr simpliste, mais pour dire que cette référence aux points, aux lignes, aux surfaces, ça renvoie à des approches très spatialistes pour lesquelles l'espace, au singulier, était considéré comme l'objet de la géographie. Un espace, donc, avec ses lois.
Alors, cette prééminence, elle a été remise en cause par tous les courants de la géographie sociale, hein, qui étaient variés dans les années 1980. Je n'entrerai pas dans le détail de cette diversité, mais tous ces géographes qui se sont, en quelque sorte, peut-être pas jusqu'à aller se rebeller, le terme est peut-être un peu fort, mais pour certains, ça allait jusque-là, contre la géographie dominante à cette époque, avait un point commun, c'était l'intérêt et l'idée qu'il fallait mettre en avant l'idée que l'objet de la géographie, c'était moins l'espace que les sociétés et les humains. Cette géographie, elle a eu ce que Roger Brunet a qualifié, ces lieux saints, dont les universités de l'Ouest, qui allaient donner naissance à ESO, et puis Lyon, Caen, Lyon, Pau, Grenoble. Bon, c'est une époque de conflit dans la géographie sociale, dans la géographie française, et finalement le mot territoire, il était un peu au cœur de ces conflits qui se sont apaisés d'une certaine manière en même temps que se sont apaisés et que se sont atténués les débats autour de l'usage et de la référence au territoire. Alors, je déroulerai mon propos en 3 temps. Un premier temps dans lequel je vais revenir sur de quoi parlons-nous quand nous parlons de territoire. Dans un deuxième temps, je vais revenir sur la contestation par rapport à cet usage du territoire dans la communauté des géographes et les déclinaisons du territoire, territorialité, territorialisation. Et puis, dans un troisième temps, eh bien, je me suis livré à un exercice de déclinaison, ou plutôt d'application à la thématique des journées, telles que je les ai imaginées, à partir des intitulés des ateliers que vous avez proposés. Voilà. Alors, premier temps, de quoi nous parlons quand nous parlons de territoire? La vision classique du territoire, avant qu'il n'envahisse la communauté scientifique et la communauté de l'action publique, la vision, c'était le territoire du juriste, du politiste, de l'historien, avec, donc, une surface, des frontières, un pouvoir politique afférent à une nation, une patrie, bon. À partir des années 1980, donc le terme territoire se diffuse très largement dans le vocabulaire des géographes et dans l'action publique. Et je vais m'arrêter à juste 2 références pour montrer comment on élargit considérablement l'acception par rapport à cette approche classique du territoire d'action d'un pouvoir, délimité et avec un cadre d'exercice délimité par les frontières. Premier auteur, Claude Raffestin. Raffestin qui renouvelle la géographie politique et écrit en 1980, je le cite, « L'objet de la géographie humaine n'est pas l'espace, mais la pratique et la connaissance que les hommes ont de cette réalité que nous appelons espace. » Et partant de cette définition relative à l'espace, il consacre ensuite dans son ouvrage 3 chapitres, ouvrage intitulé « Pour une géographie du pouvoir ». Il consacre 3 chapitres au territoire comme relation, comme exercice du pouvoir, pas comme cadre d'exercice, mais surtout dans l'idée que cet exercice du pouvoir est sur un territoire est ce qui produit la société. Et puis, deuxième référence, 1984, ce qu'on a appelé dans notre UMR le manuel de 1984. 1984, Robert Hérin, qui nous dit « Le territoire délimite pour une classe d'âge, une collectivité, qu'elle soit agraire, commerçante ou autre, le domaine des pratiques de tous ordres qui démarquent spatialement tel groupe social par rapport à tel autre. Dire territoire, c'est parler frontières, appropriation, rapport à d'autres pouvoirs. » Donc, pour Robert Hérin, le territoire, c'est à la fois ce territoire du juriste tel qu'il était classiquement défini, mais c'est surtout beaucoup plus que cela, l'espace des pratiques, l'appropriation des espaces par un groupe, les pratiques des individus sur cette surface de la Terre, les manières dont se fait cette appropriation. C'est donc à la fois, ce territoire, une construction, on pourrait dire, par le haut et par le bas, par les habitants et les manières d'habiter. Je prends quelques exemples récents, postérieurs du moins aux années 1980 et qui ont accompagné les politiques publiques et les lois de décentralisation. Eh bien, la mise en place des intercommunalités, les découpages des régions, les métropoles. Comment faire que ce territoire créé par le politique fasse sens pour ses habitants?
on organise, les services sont organisés à l'échelle de ces nouveaux territoires, gestion des déchets dans le quotidien, mais aussi aujourd'hui le tourisme dans le cadre de la loi NOTRe, avec des offices de tourisme calqués sur les découpages, les intercommunalités. Donc ça renvoie à des questions de compétences, de répartition des compétences, mais aussi, pour que ça fasse sens pour les habitants, des outils de communication pour favoriser l'identification, favoriser l'appropriation de ces territoires inventés de toutes pièces. Donc ça passe souvent par des outils très géographiques, une carte, un logo, et puis des outils de communication, un site web. Je fais un lien avec mes fonctions actuelles. Alors, voyons, ça marche comment, ça, pour passer à la diapo suivante. Ouais, si c'est pas là, si c'est pas sur le pavé, c'est là. Oui, j'ai appuyé sur celui-là, et ça n'a pas voulu. Voilà, oui, c'est celle-là. C'est celle-là. Je ne suis plus dans le monde universitaire en tant que tel. J'ai d'autres fonctions associatives. Je préside un comité départemental de la randonnée pédestre. J'ai des responsabilités au niveau national dans le monde de la sportif, de l'organisation sportive. Et donc, je m'intéresse, et là, je suis à la croisée entre l'engagement bénévole et les postures de chercheurs, à la manière dont les nouveaux territoires cherchent à construire leurs propres itinéraires pour faire sens pour les habitants, construire de l'identification, de l'appropriation. Donc, je vous ai mis deux exemples de parcours métropolitains et je reprends les titres des producteurs de ces outils, les parcours métropolitains pour faire territoire. Alors, vous avez Bordeaux, où on dit, c'est celui de droite, le sentier de grande randonnée de Bordeaux Métropole a été officiellement sacré GR métropolitain, et il s'agit de vraiment faire territoire à l'échelle de la métropole de Bordeaux. Et puis, à gauche, c'est un séminaire, les résultats d'un séminaire organisé par Rennes Métropole pour... en préalable à la construction d'un parcours métropolitain. Et là aussi, on dit, c'est le petit pavé vert, qu'il s'agit de fédérer le territoire. Voilà, donc ces réflexions des années 1980, elles sont encore au cœur de l'action publique aujourd'hui. Dans la définition qui était alors proposée par Raffestin puis Robert Hérin. À la fin des années 1980, donc je l'ai dit, il y a une extension, une profusion de ce mot, une inflation autour du mot territoire, et je fais partie des personnes qui ont fait preuve de réticence, ainsi que d'autres chercheurs des eaux, à utiliser ce terme, ou du moins à dire quand est-ce que je l'emploie, dans quel sens je l'emploie, comment je le différencie d'autres mots faisant référence pour le géographe, dont le terme d'espace au singulier et au pluriel. Et pour illustrer cette extension, alors vous n'allez pas réussir à, j'ai parlé de la cacophonie des années 1980, vous n'allez pas réussir à le lire, mais oui, en plus c'est flou. Trois ouvrages qui faisaient référence à cette époque, et notamment trois outils pédagogiques. Philippe et Geneviève Pinchemel, La face de la Terre, Roger Brunet, donc dans le déchiffrement du monde, le volume 1 de l'encyclopédie et puis Maryvonne Lebert dans l'encyclopédie de géographie. Et donc j'ai repris dans ce document leur définition de l'espace et leur définition du territoire. Vous n'arrivez pas à lire, mais si vous arriviez à le lire, vous verriez que c'est tout et n'importe quoi, puisque pour certains, le territoire, c'est presque le territoire des Afars et des Issa, ça n'a pas vraiment de frontières, ou c'est les territoires du Grand Nord canadien, ça n'a pas de frontières, on ne sait pas trop comment c'est occupé, comment c'est gouverné, bref, ça vient avant un État et avant un espace contrôlé politiquement. Et puis pour d'autres, le territoire, c'est le résultat. Donc voilà, c'est tout et n'importe quoi. Il y avait juste une convergence qui était de s'afficher contre cette géographie sociale qui était émergente à l'époque. En tout cas, des définitions peu assurées,
voire contradictoires, qui renvoyaient au fait que la géographie, bien souvent, la géographie classique, elle n'était pas solide sur ses bases et que pour la solidifier, il fallait bien se réfléchir sur qu'est-ce qu'on mettait derrière les mots. Alors pourquoi utiliser deux mots là où quelques années auparavant, il n'était question que d'espace au singulier, même pas au pluriel. Donc ça renvoyait au souci quand même, et ça c'était un point commun aussi avec quand même ces auteurs, de repenser la géographie sous l'angle de l'humain, du sociétal, et pas, mais de l'économique aussi, mais pas uniquement de l'économique et des rapports sociaux de production. Bref, c'était aussi le moment de remise en cause ou de mise en évidence de l'intérêt, mais aussi des limites de ce qui avait été la place prise par le marxisme en géographie et en sciences sociales en général. C'était aussi cette question du territoire. Elle renvoyait à le fait que beaucoup de géographes n'étaient pas prêts, en quelque sorte, à ne plus privilégier uniquement des démarches descriptives et des formes. Pas seulement des formes de relief comme en géographie physique, hein, mais bien aller au-delà de la simple description, l'étude des formes, pour se placer au niveau vraiment de la compréhension des processus, donc de la prise en compte des acteurs. Ce qui était une condition préalable à des travaux, à des recherches avec d'autres disciplines. Et donc, un préalable à l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, comme ça a été dit tout à l'heure par le vice-président. Un flou, donc il y avait un grand flou qu'on retrouvait d'une certaine manière dans ESO au tournant des années 1990, avec un usage indifférencié des mots, territoire, espace, chez beaucoup de chercheurs. Ce qui a justifié un exercice de clarification sur lequel je vais revenir. Mais avant d'y revenir, je fais référence à un colloque qui a été organisé par ESO à Rennes en 2004, qui était intitulé Espace et société aujourd'hui, la géographie sociale dans les sciences sociales et dans l'action. Et donc, en conclusion de ce colloque et des textes qui avaient été reçus, une petite analyse avait été faite de la place du mot territoire dans les différentes communications. Une très forte présence, une omniprésence dans certains textes, une quasi-absence dans d'autres, que ce soit espace par rapport à espace, au singulier ou au pluriel, et puis deux textes dans lesquels les deux termes étaient utilisés aussi fréquemment l'un que l'autre, soit de manière bien distincte, soit de manière indifférente. Ce qui montrait, là encore, que jusqu'au début des années 1980, on avait des postures différentes et puis qu'il était nécessaire de clarifier. En tout cas, ce qui ressortait, c'est que les auteurs qui mettaient en avant le territoire ne parlaient pas du fait que société et espace, d'une certaine manière, ça ne faisait qu'un. Alors que ceux qui exprimaient des réserves par rapport à l'usage du mot étaient bien dans cette idée qu'il n'y avait pas d'espace sans société, y compris dans les dimensions symboliques, et qu'une société ne pouvait pas se penser sans référence à l'espace sur lequel cette société se déployait et se construisait. Tout ça donc n'était pas neutre, c'est l'époque, mais on est quand même au début des années 1980, à un moment où on ne peut plus ignorer le territoire parce qu'il était devenu omniprésent, il s'était imposé. C'est d'ailleurs l'époque de la création du Collège international des sciences du territoire, du CIST, dans lequel justement auquel ESO ne participait pas au moment de la création. Tant justement il y avait débat et réserve quant à cette omniprésence.
Voilà pour ce premier temps. Alors le deuxième temps, c'est celui justement des débats scientifiques, puisqu'il y avait eu ces réticences. Alors comme il a été cité, je ne vais pas revenir sur le dictionnaire de Lévy et Lusso, juste dire qu'il donnait 8 définitions. Je ne vais pas les citer toutes les 8, mais 8 définitions qui renvoient à 8 manières dont le terme territoire était utilisé chez les géographes, ce qui montre bien qu'il y avait besoin de se dire de quoi je parle, et la nécessité de porter un regard critique pour faire un choix, et puis finalement pour chacun des chercheurs, des personnes employant le terme, de dire ben voilà, moi, dans quel sens j'emploie ce terme. Et puis c'est éventuellement ces déclinaisons, territorialité, territorialisation. Et c'est pour cela que ESO s'est emparé du territoire avec prudence, et c'est ce qui a guidé. Alors les anciens d'ESO reconnaissent un schéma qui nous a beaucoup animés. Finalement, c'est le schéma programmatique de l'UMR ESO au tournant 2005-2015, ce qui nous a permis de structurer et de dire comment je me positionne, moi, chercheur, individu, dans cet ensemble scientifique qui est en train de se diversifier. Ces 5 sites, ces disciplines de plus en plus variées, ces chercheurs CNRS, ces gens qui viennent de l'extérieur avec des recrutements, puisque c'est aussi une époque de renouvellement disciplinaire et de recrutement. Donc deux entrées horizontales. Alors aujourd'hui, on dirait plus les choses comme ça, c'est daté. N'en faites pas la critique, mais au contraire de bien se dire qu'est-ce que ça a apporté comme cadre structurant. Donc une entrée par les dynamiques et les transformations des sociétés et les constructions spatiales par ailleurs. Donc, mais des constructions spatiales analysées en tant qu'elles sont constitutives des sociétés, avec leur différenciation, leur hiérarchisation. C'était ce schéma une manière de faire consensus entre celles et ceux qui disaient que l'espace et les espaces, parce qu'il y en avait aussi à ESO quand même, qui continuaient à dire que leur objet c'était l'espace et les espaces, et puis ceux qui disaient moi mon objet c'est la société. Du moins je parle de géographes d'ESO. Et puis on avait 3 entrées verticales qui renvoyaient à ce que je ne sais plus quel terme a employé Emmanuel tout à l'heure, les thématiques, et puis en disant on est sur des chantiers scientifiques qui ne sont pas 2 sites mais bien entre sites pour faire lien au sein de l'UMR. Donc il y avait une entrée par les processus de production, l'analyse des catégories spatiales et sociales, une entrée par les actions qui renvoie à des termes, à des travaux sur les comportements sociaux, sur les pratiques individuelles, sur les représentations, sur les mobilités, sur l'habité. Et puis une entrée par les régulations qui renvoient davantage évidemment au pouvoir, aux jeux politiques, à l'aménagement des territoires, aux conflits d'usage, aux conflits territoriaux. On pourrait lire aussi ce schéma en disant finalement la première entrée verticale c'est celle qui prenait l'espace comme cadre pour lire les rapports sociaux, donc les configurations spatiales, lire les rapports sociaux, qu'ils soient de classe, de genre, voilà, vous pouvez lire les rapports sociaux, quelle qu'en soit la nature et la diversité, et comment ces rapports sociaux s'inscrivent-ils dans l'espace. La deuxième entrée, celle de l'action, ce serait l'espace comme ancrage, construction identitaire, comme rapport individuel à leur environnement, au lieu, bref, les territoires comme conditions spatiales de l'existence, comme ressources. Bon, tout à l'heure, un autre terme employé, on pourrait dire comme capital d'autochtonie, puisque ça fait partie des termes en discussion. On pourrait, et c'est là que je mettais le terme de territorialité. Comment on s'approprie son espace, que ce soit l'espace domestique, l'espace du quartier, l'espace de l'école, du lieu de travail. Appropriation, c'est ce que l'on fait sien, et c'est ce qui nous convient, ce qui me convient, avec les effets retours sur les caractéristiques de l'espace.
Et puis la troisième entrée, c'était celle des territoires d'élection. Pour les politiques, avec les limites, le pouvoir des élus, le pouvoir les administrer, leurs lois, leurs règles. Mais c'était aussi celle de la territorialisation des politiques publiques. À l'époque où ce schéma a été élaboré, c'était les territoires de santé, c'était les territoires de l'action sociale, c'était aussi la carte scolaire et c'était aussi les zones d'éducation prioritaire. Et du coup, les politiques passaient beaucoup de temps à discuter sur quel est le territoire pertinent pour ces politiques publiques. Parce que, effectivement, cette question de la territorialisation des politiques publiques, elle a été en quelque sorte imposée des politiques sectorielles qui existaient déjà. Je vais prendre un seul exemple pour illustrer, en Ille-et-Vilaine, puisque nous venons de Rennes, à mi-chemin pour tout ce qui était relatif à l'emploi. C'est une époque où on avait la NPE, la CEDIC, les missions locales, etc. Quand on habitait à mi-chemin entre Rennes et Saint-Malo, donc dans une partie rurale du département, eh bien, il y avait des choses pour lesquelles, pour la CEDIC, il fallait aller à Saint-Malo, pour la NPE, il fallait aller à Rennes. Bon. Voilà, réflexion sur quel est le territoire pertinent. Mais on pouvait passer 5 ans, 10 ans pour définir le territoire pertinent, et réfléchir au territoire pertinent, c'était un moyen de ne rien faire et de ne pas s'engager dans des démarches de territorialisation vraiment au service des habitants. C'est aussi cette entrée par les régulations qui est celle des conflits territoriaux qui n'ont cessé de prendre de l'importance depuis ce schéma dont j'ai dit qu'il était daté. Quelques exemples récents, la question des conflits autour des méga-bassines, d'une certaine manière, on est dans des conflits, du conflit territorial et pour qui et pourquoi on décide de faire telle et telle chose ou on se mobilise contre tel ou tel projet. Donc, dans ce schéma matriciel, les territoires du politique sont des territoires produits par le haut, et ça s'articule avec les territoires produits par le bas, vécus par les habitants, deuxième entrée, celle de l'action, et puis les territoires d'observation, davantage l'entrée processus. Quand même, au moment, donc à la fin d'usage à la fin des années 2000, donc au moment où ce schéma, cette matrice a structuré nos travaux, le constat, c'est que le territoire, tout le monde en parle, tout le monde l'utilise, on ne peut plus passer à côté. Même si, effectivement, comme le disait Robert Hérin en 2007, donc je le cite à nouveau, mais après 1984, on n'y échappe plus à l'usage du mot. Il dit un mot fourre-tout, une appellation trop souvent mal contrôlée. Et donc, il nous dit, pour réagir contre la facilité, il faut préciser de quel territoire on parle lorsqu'on l'emploie et tenter d'en expliciter les sous-entendus, en circonscrire les zones d'ombre et les présupposés. Le mot territoire, il nous a fallu faire avec au moment finalement où de l'autre côté de l'Atlantique, les sciences sociales entraient dans le tournant spatial. Et où, en France, on était dans un contexte de décentralisation, de mise en place de démarches participatives. Il fallait faire participer pour faire de la territorialisation en bonne intelligence. Aujourd'hui, on est dans des réflexions sur la survie de la planète, et donc on pose la question de la territorialisation de manière différente. Et le hasard a fait qu'au moment de la réflexion, où je rédigeais ces papiers, je suis tombée sur un article d'Yvon Le Carreau et de Marine Dubos-Raoul. Alors c'est pas pour faire plaisir à Yvon, mais j'ai trouvé tout à fait pertinent les références sur la reterritorialisation de l'agriculture et la multiterritorialité des acteurs et des bricolages locaux. Donc même pour des questions d'actualité comme celle-là, et ce qui nous traverse tous, l'avenir, la survie de la planète, eh bien ce mot territoire, il est utile, mais dans un sens qui est à bien définir. Alors j'en viens à mon troisième temps sur comment j'ai décliné ce territoire aux journées, à vos journées, à partir de vos 3 axes. Bon, je serais tentée de dire, grosso modo, 3 axes que je retrouve sur mes 3 entrées verticales. Alors, je vais commencer par l'axe 2,
qui est celui des parcours d'emploi et de formation d'un territoire à l'autre. Un axe qui me semble bien en cohérence avec cet axe le premier axe vertical du schéma des eaux, où je vois le territoire comme cadre d'observation, comme cadre de mesure, comme aussi contexte de production des inégalités dans les domaines de formation et d'emploi. Vous avez un atelier sur les disparités territoriales de l'emploi. On est là, on ne peut pas faire sans l'observation, sans la mesure, avec des questions sur quelle catégorie, quel outil de mesure, pour observer l'offre d'emploi dans un territoire, pour observer les emplois occupés ou non par les habitants du territoire, pour parler de taux de chômage, d'accès des jeunes à l'emploi, sur le fait qu'un même taux de chômage peut traduire des réalités totalement différentes. Bon, bien sûr aussi, il faut se poser la question de l'échelle d'observation, puisque suivant le niveau d'observation, on ne va bien sûr pas mettre l'accent sur le même facteur de différenciation, bref, des éléments très classiques en analyse des réalités dans l'espace. L'atelier, la mobilité pour s'insérer et l'étudier. Et étudier, elle renvoie évidemment à la question des mobilités pour études, des mobilités pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Et au-delà des mobilités, il y a aussi la question des mobilités contraintes ou de l'immobilité pour les formations, pour l'emploi. On est en pleine période de Parcoursup, de résultats de Parcoursup. On pourrait parler là des effets de Parcoursup. Quand on se voit proposer par Parcoursup une formation loin de chez soi alors que les ressources financières sont limitées, qu'on va se poser des questions de coût de logement, de transport, ou qu'au contraire, pour rester près de chez soi, on va choisir des formations hors Parcoursup. Voilà, quelques réflexions qui me sont venues à partir de cet axe 1. Axe 2... Non, pardon, de cet axe 2. Et axe 1, le territoire qui marque les trajectoires individuelles. Alors, moi, ça me renvoie davantage à notre deuxième axe, à ce qui était le deuxième axe vertical. Les orientations sous influence territoriale. On voit bien le lien, là, avec le tissu économique local qui va avoir de l'impact sur les orientations professionnelles locales. Quelle offre dans les centres-villes par rapport aux banlieues ou par rapport au milieu rural, offre en nature, offre en diversité, quelle influence sur la réussite scolaire, quel impact a le fait de vivre dans un espace de vie où les taux de chômage sont forts, où se cumulent les facteurs conduisant à des parcours scolaires marqués par les années de retard, par l'échec, par l'orientation vers des formations pas souhaitées, pas valorisées, etc., etc. Ou à l'inverse, le fait de vivre dans des quartiers où l'offre publique et privée est variée et les établissements valorisés. Bien sûr, ça a été dit, il n'y a pas de déterminisme absolu, mais avant d'arriver au résultat, il faut poser la question préalable. Il y a bien sûr derrière ça aussi les jeux d'acteurs, les mobilisations pour offrir des formations et favoriser la réussite. C'est la question de l'inégal dynamisme des territoires. Ça a été suggéré tout à l'heure, où finalement, il y a à des endroits où on craignait le pire, il se passe des choses positives, et à l'inverse, on croise du plus, on va avoir du plus, du moins, du moins plus et du plus-moins. Oui, je crois que j'ai dit les quatre à peu près cohérents. Un atelier 2 sur les effets d'attachement au territoire. C'est pas une simple question de mobilité. Là, je vais renvoyer à deux autrices géographes, l'une et l'autre. Emmanuelle Bonnet-Randy, qui a travaillé sur les bénéficiaires du RMI et les jeunes de Thiérache. Alors voilà, un petit milieu rural là, dans le nord de la France, et où elle s'interroge sur les questions de disqualification spatiale et sociale et comment ça se combine. Et où elle nous dit on pourrait ne considérer ici que le manque de ressources à la fois physiques, économiques et sociales pour expliquer la faible mobilité envisagée par les allocataires du RMI. Et où elle dit mais le choix de la non-mobilité, ça peut être aussi un choix, le choix du maintien sur place, le choix d'une mobilité limitée au territoire vécu, qu'il soit bassin de vie ou bassin d'emploi, qui peut se lire comme la juste évaluation du rapport coût-bénéfice. On assiste à une adaptation, je la cite, des populations socialement disqualifiées à un contexte de disqualification sociale. Deuxième autrice, géographe elle aussi,
Catherine Selimanovsky sur ce qu'elle a appelé les territoires du repli et les territorialités du repli, pour signifier que les rapports à l'espace, pour parler des personnes en situation de pauvreté, et où elle fait le constat du blocage des migrations résidentielles, des mobilités résidentielles, où elle nous dit que ça ferme l'espace des pratiques sociales, et celui de l'affaiblissement des mobilités habituelles qui rétrécit l'espace des pratiques quotidiennes. Bref, elle pose des questions d'attachement très fort des jeunes à leur quartier. C'est un texte de 2008. Et puis le troisième axe, l'axe des politiques publiques territorialisées. Alors, dans le programme des eaux, on avait distingué, à partir du moment où on s'est intéressé à la territorialisation des politiques publiques dans les années 1990, on a distingué bien sûr les politiques territoriales qui ont le territoire pour objet et les politiques territorialisées, c'est-à-dire des politiques sectorielles qui s'inscrivent dans des territoires. La thématique de ces journées et l'appel à communication parlait des PIC et des PRIC, les plans d'investissement dans les compétences et les pactes régionaux pour accompagner les parcours, former les jeunes éloignés de l'emploi, s'intéresser aux acteurs qui vont se mobiliser pour construire des diplômes. On va dire c'était le plus du côté plus ou moins plus. Qu'on soit dans un territoire confronté à des difficultés économiques ou dans un territoire valorisé, il peut y avoir une mobilisation en faveur de la réussite au niveau de la formation ou de l'accès à l'emploi. On est donc dans une des formes de territorialisation qui traduisent l'investissement des régions. Alors c'est vrai que le cadre régional n'est pas forcément le bon cadre. Effectivement, l'accès à l'emploi, c'est pas à l'échelle des régions que ça se définit, mais ça peut se décliner justement au niveau inférieur. Et là, aux régions de travailler en bonne intelligence pour que ce soit efficace et pas uniquement du discours. Donc, une manière de dire, pour moi, que la territorialisation, elle peut aller beaucoup plus loin que la simple déclinaison ou adaptation en prenant appui vraiment sur les attentes du territoire. C'est tout le débat autour de ça veut dire quoi mettre en œuvre des démarches participatives. Est-ce que c'est simplement informer et faire discuter les gens alors qu'une décision a déjà été prise, ou est-ce que c'est vraiment associé à la prise de décision, voire plus à l'élaboration des réponses qu'on va essayer d'apporter pour améliorer le sort de tout un chacun au quotidien. Quoi qu'il en soit, de cette territorialisation des politiques publiques, dont celle de formation et d'emploi, elle pose de multiples questions. J'en retiens 3. D'abord, la question du territoire de mise en œuvre, qui est en fait une question qui pourrait se décliner en plusieurs sous-questions, parce que sur un même territoire de gestion ou d'élection se trouvent des habitants dont les territorialisations au sens des espaces de vie appropriés n'ont pas tous les mêmes périmètres, n'ont pas tous la même ampleur. C'est ce que je viens de suggérer en faisant référence à la fois à Emmanuel Bonerandi et à Catherine Selimanovsky. Et qu'on a aussi des acteurs agissant au périmètre d'action différentes. C'est ce que j'ai suggéré tout à l'heure, à l'époque où il y avait ANPE, ACDIC, mission locale, etc. Et comme je l'ai dit, poser la question du territoire pertinent, c'est souvent ne rien faire. L'échelon de mise en œuvre, il est différent selon les politiques. Ce n'est pas la même chose pour des actions visant les écoles et des actions concernant les lycées ou les jeunes sortis du système scolaire sans diplôme. Deuxième question, celle de l'inégal dynamisme territorial. C'est ce que je faisais référence avec le plus, le moins, le moins plus et le plus moins. C'est ce qui s'est passé en matière d'offres d'insertion au moment de la mise en place du revenu minimum d'insertion, et donc dans l'appel à communication, c'était ce qui était suggéré, me semble-t-il, dans la mobilisation des acteurs pour construire des diplômes. C'est aussi ce qui est derrière des actions type opération zéro chômeur. Donc, sur quelle base construit-on ces diplômes? Sur quelle base mettons en œuvre ces territoires zéro chômeur? Est-ce que c'est pour répondre aux besoins d'une entreprise locale d'abord,
Ou est-ce que c'est pour vraiment proposer de nouveaux emplois, investir de nouveaux secteurs d'activité, dont le verdissement avec une, deux, trois paires de guillemets de l'économie. Et puis la troisième question, alors je soulève des pavés dans la mare, hein, ça n'a rien, c'est que du classique, mais bon, je pense que pour moi c'était important, ça me semblait important de le rappeler. La troisième question liée à ces politiques publiques territorialisées, c'est celle de l'équité territoriale, ou pour employer une expression plus usuelle maintenant en géographie, celle de la justice spatiale, qui est le guide de toute politique territoriale. Alors, la référence la plus habituelle en matière de justice spatiale, c'est Rawls, pas la Royce, hein. Qui suppose de promouvoir un égal accès aux besoins fondamentaux. Oui, mais ça, c'est l'idéal. Parce qu'il faut agir à la fois sur les distances physiques, sociales, culturelles, symboliques. Donc, vous avez compris que je me situe dans une définition de l'équité ou une acception de l'équité autre que cette conception la plus classique. Et je fais référence à un travail que j'ai pu mener avec Régis Kerle, que j'ai cité déjà, et Olivier David, à propos où on avait croisé politique petite enfance, spécialité d'Olivier David, politique sportive, Régis Kerle et moi-même, puisque on était sur les politiques de sport de pleine nature. Et les trois obstacles pour parvenir à cette action sur les distances à la fois physiques, sociales, culturelles, symboliques, ben c'était des questions de coûts financiers, de prégnance des distances et des obstacles physiques. On ne peut pas surmonter tous les obstacles physiques, on ne peut pas faire abstraction complète des contraintes physiques, matérielles, mais c'était aussi le manque de volonté politique, les disparités dans les volontés politiques, notamment dans un contexte de désengagement de l'État dont le rôle de régulateur des disparités était largement oublié dans le cadre des successives lois de décentralisation. Et puis, bien sûr, autre contrainte, les logiques de reproduction sociale des inégalités, la recherche de l'évitement, la recherche de la distinction pour maintenir les positions et les hiérarchies. J'en arrive à la fin de mon propos pour juste conclure, pour dire effectivement la réalité c'est qu'aujourd'hui le territoire n'est plus contesté, ou du moins l'utilisation du mot territoire n'est plus contestée dans notre communauté. Il reste malgré tout important de s'interroger sur ce qu'il est pour celui qui emploie le terme ou pour celui qui est chargé d'agir sur le territoire, l'élu, le professionnel, ce qu'il est pour l'habitant ou les habitants d'un quartier. Une complexité donc du terme qui fait la richesse et qui va faire la richesse de vos 2 jours de réflexion après ce rappel historique que j'ai fait et sur lequel il m'avait été demandé de revenir et qu'il m'avait été demandé de retracer. Donc j'ai rappelé dans la première période effectivement la présence croissante à relier à la diversification de l'UMR ESO, le renouvellement générationnel, les recrutements extérieurs, la diversité des disciplines de formation. Mais sans vraie profondeur conceptuelle au début, d'où la nécessité, ça a été le deuxième temps, après l'émergence de réserves quant au territoire, la nécessité de clarifier. Et cet effort de clarification, donc, il a été fait par ce cadre, cette matrice de réflexion, jusqu'à donc cet exercice d'application du territoire aux différentes thématiques. Et l'exercice qui avait été fait pour Réseau, eh bien, je l'ai fait pour votre colloque à partir des ateliers, des thématiques, des axes que vous avez proposés et auxquels que j'aurais bien aimé écouter pour voir si les hypothèses, analyses que j'avais faites correspondaient au contenu que vous proposez. Mais nous avons, et notamment Yvon, des contraintes qui vont nous amener à vous quitter en fin de matinée. Donc c'est un regret pour moi de vous quitter dans ce colloque qui, je n'en doute pas, va être d'une grande richesse.